Bienvenue sur la chaîne des non-dits au cabinet médical à propos de la tension artérielle. Dans cette seconde vidéo sur la tension, nous allons plonger dans le vif du sujet et voilà le moment certainement le plus intéressant pour vous et toujours avec l'objectif de vous motiver. Qui sait a le pouvoir, n'est-ce pas? Comment fonctionne ce système artériel? On le verra. Les conditions diverses de prise de tension, on le verra. La pratique, on le verra. Les facteurs à la fois susceptibles d'augmenter insidieusement la tension, voire de se conjuguer avec elle pour conduire aux accidents artériels, cardiaques, cérébraux. Et voilà un non-dit à ce sujet. Est-ce que le médecin que je suis s'assure toujours de la compréhension de ces explications pour chaque patient? Les explications. La pompe cardiaque éjecte le sang dans les artères. La pression qui en découle se nomme la pression maximale. On l'appelle systolique. Si vous ouvrez le robinet du jardin, dans le tuyau, la pression correspond à ce qui se passe dans les artères. Brusquement, vous ouvrez. Voilà. Après la contraction cardiaque, c'est ce qui se passe dans les vaisseaux. On la mesure en millimètres de mercure et non en centimètres. Vous le verrez souvent dit en centimètres. Et pourquoi en millimètres? Parce que les études sur de grandes populations indiquent que 3 ou 4 millimètres ont une nette importance en termes de complications à long terme. Donc notez bien votre tension en millimètres. Puis dans le second temps, donc, le cœur se relâche pour accueillir du sang. Pendant ce temps relatif de repos du cœur, la pression diminue. Vous l'imaginez, mais le sang continue à circuler sous une pression qui correspond à la tension minimale donnée par votre appareil, on l'a dite, tension diastolique. Encore une information plus ou moins zappée. Les conditions de prise ont toute leur importance. La normalité n'est pas la même selon la méthode de prise de tension. Sachez tout d'abord qu'il existe ce que les toubibs appellent la tension artérielle masquée. C'est un patient qui peut avoir une tension artérielle normale au cabinet et qui par ailleurs a de l'hypertension. Les statistiques indiquent que cela correspond à 10% de la population des gens hypertendus. Par contre, vous connaissez bien le phénomène de la tension élevée au cabinet du médecin qu'on appelle l'effet blouse blanche, avec des chiffres de 150, 180 au lieu peut-être de 130. De systolique. Dans ces deux situations, nous conseillons la prise de tension à la maison par le patient lui-même. Comment expliquer cette variabilité? Si vous comprenez, vous verrez l'importance de bien prendre la tension. Dans le premier cas, pas de tension au cabinet, tension élevée par ailleurs, c'est le facteur émotionnel qui, chez certains patients, provoque la dilatation des vaisseaux par intervention d'un système nerveux appelé parasympathique totalement autonome, c'est-à-dire indépendant de la volonté du patient. La paroi artérielle se relâche, car sous l'influence de ce système, les fibres musculaires qui entourent la paroi des artères se détendent elles-mêmes. Vous connaissez sans doute d'ailleurs la syncope sous une grosse émotion, appelée le syndrome vagal. Eh bien la tension peut tomber très basse, à 7, par exemple de systolique. Voilà, c'est le système parasympathique qui dilate les vaisseaux à l'inverse. Sous l'effet du système nerveux autonome, dit sympathique et non plus parasympathique, la paroi se contracte et la pression augmente. C'est l'effet émotionnel de la blouse blanche. Vous comprenez fort bien qu'il convient de ne pas laisser passer une authentique hypertension et aussi de ne pas traiter un patient non hypertendu, car il s'agirait d'un traitement à vie. Donc il faut bien tenir compte de ce que nous avons vu de cette variabilité. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés que votre médecin vous propose l'auto-mesure, mesure par vous-même. J'avoue ne pas toujours rentrer dans ces explications. Ah, les non-dits. Alors, comment prend-on cette tension artérielle et quels sont les chiffres? Rendez-vous dans la description avec la Société française de l'hypertension artérielle. Je vous mets les coordonnées. Et considérez comme hypertendu si la tension au cabinet du médecin est égale ou supérieure à 140 systolique, 90 de minima.
Le médecin revérifie en fin de consultation et prend la tension à chaque membre car il peut exister un rétrécissement artériel à un endroit du réseau qui explique une différence à prendre en considération. S'il existe une différence de plus de 2 cm, 20 mm, sur la tension artérielle maximale dite systolique, par exemple 13,8 au bras droit, 155,80, le médecin prendra par la suite la tension sur le bras aux chiffres les plus élevés, vous aussi du reste. Il y a aussi maintenant la mesure par le patient, c'est la deuxième façon, dite auto-mesure. Chez lui, alors la moyenne, là, doit être jamais au-dessus de 135,80. Il existe une autre façon de mesurer la tension artérielle, c'est la mesure ambulatoire que l'on dit, la pression, c'est la MAPA. C'est le Holter, c'est un petit appareil qu'on vous pose sur le côté. Voilà, et l'enregistrement se fait sur 24 heures, toutes les demi-heures, voilà. Alors là, la tension artérielle du jour, en moyenne, doit être de 135,85. Voilà, comme l'automesure. La nuit, par contre, l'appareil va nous dire pas plus de 120, 70. Puis la moyenne générale, 130, 80, c'est-à-dire nuit et jour, la moyenne. Les conditions de prise de l'automesure, voilà le plus important pour vous. Je vous conseille le site toujours www.automesure.com dans la description. Pas d'exercice dans les 30 minutes avant la prise de tension. Se reposer au moins 5 minutes. S'il y a eu un effort avant, il faut se reposer 15 minutes. Pas de café ni de tabac, l'alcool ou d'addiction quelconque, bien entendu. Un environnement calme qui évite les émotions, la télévision, des enfants qui courent autour de vous, ils font du bruit. Ne pas parler. Le dos doit être bien appuyé pour qu'il y ait un relâchement musculaire et les pieds bien à plat sur le sol. Qu'il n'y ait pas de pression musculaire sur les artères. Ça, c'est très important. Regardez cette image. Regardez la manière dont Françoise, ma patiente, pose le brassard, 2 cm au-dessus du pli du coude. Regardez la taille du brassard qui est en fonction de son bras. Bonjour Françoise. Je vois que ça fait 15 minutes là, que vous êtes installée, vous m'attendiez sans doute. Bon, allez, vous prenez votre tension là, que je vois un petit peu comment vous faites. Je vérifie ça. Voilà, remontez bien jusqu'en haut. Voilà, vous devez être au moins 2 cm au-dessus du pli du coude. Le pli du coude étant ici, voilà. 2 cm à peu près. Bon, vous essayez de serrer, pas trop. Vous réajustez le petit tube qui doit se trouver... Il doit se trouver en regard de l'artère humérale. L'artère humérale, elle passe ici. Elle passe pas au milieu. Elle est légèrement sur le côté. Artère de l'humérus, ici. Voilà, on est à peu près 2 cm. Voilà. On se détend. On y va. Bon, ce n'est pas les conditions tout à fait ordinaires, puisqu'en principe, le patient, quand il fait l'automesure, il se retrouve tout seul. Mais c'est pour vous montrer dans quelles conditions on doit prendre la tension. Voilà, le fait de parler, ça peut aussi fausser la tension. Le médecin et le malade ne doivent pas parler pendant la prise de tension. Les études ont montré que ça pouvait changer les chiffres. Voilà, vous avez 133 en millimètres et de systolique et 80 mm de diastolique, avec un pouls, puisque l'appareil vous donne le pouls, à 69. Je crois que c'est bien, Françoise, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Merci. Si vous prenez votre tension sur votre bras menu, avec un brassard moyen, votre tension sera sous-évaluée. On vous trouvera peut-être 130 au lieu de 140. Si vous prenez votre tension alors que vous êtes un bon client des salles de sport type bodybuilding, à gros bras, avec un brassard moyen, votre tension sera surévaluée. 150 au lieu peut-être de 140. Attention, rappelez-vous des chiffres considérés comme normaux. La précision est importante, vous savez bien à quelques millimètres près. Par ailleurs, l'Office mondial de la santé, que l'on appelle OMS, recommande de prendre la tension 3 fois de suite, à 1 minute d'intervalle, sans se lever, entre-temps, le matin puis le soir, 3 jours de suite. On appelle ça la règle des 3. 3 fois 3 fois 3. Le mieux, si vous êtes actif, choisissez 3 jours successifs sans exercice professionnel afin d'éviter tout empressement. Ce panel de 18 prises permet
de relativiser toute erreur d'une ou l'autre prise. Faites un tableau à l'occasion et montrez-le à votre médecin. Pensez-vous qu'une prise de cette sorte par an une fois soit une grosse astreinte? Quand on connaît ce qui est en jeu, nous en avons parlé dans la première vidéo, en principe nous médecins explicitons cette manière de procéder aux patients. Mais par contre, je ne suis pas certain moi-même d'expliquer cela de façon aussi détaillée à tout patient non hypertendu, au cabinet qui vient pour une visite générale. En outre, est-ce que je m'assure pour chaque patient que l'information est bien passée et que la pratique est scrupuleusement appliquée? La méthode, j'entends. C'est pas si sûr que cela pour chaque patient. Alors quel appareil acheter? Rendez-vous sur automesure.com, vous verrez la liste. Labellisés, je vous renvoie dans ma description. Vous y trouverez les appareils donc labellisés. N'hésitez pas à vous tourner vers votre pharmacien, acheter un appareil qui permet de mémoriser au moins une vingtaine de prises de tension. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton mémoire. Ce sera une manière pour votre docteur de faire défiler les 18 prises. Soyez méfiant quant à votre choix d'appareil. Souvenez-vous de la précision des données et des conséquences de risque de mise en place d'un traitement. Au prix de 40 € à peu près, vous obtiendrez un appareil labellisé et garanti. Si vous souhaitez du sophistiqué, il vous en coûtera 100 € à peu près. Si vous avez un appareil au poignet, emmenez-le au cabinet, votre médecin qui le comparera avec son propre appareil électronique. Ceux-ci ne sont pas tellement recommandés, mais enfin ne le jetez pas quand même. L'application iResult, gratuite, dont vous trouverez aussi les références sur Automesure, est surtout utile si votre médecin vous le recommande. Posez-lui la question, devant un doute par exemple sur votre tension. N'utilisez pas une application qui enregistre des tensions artérielles sans brassard. Ce n'est pas validé par les instances officielles. Par contre, pour les patients qui ont de l'hypertension lors de la mise en route du traitement et lors de toute nécessité de rééquilibrage de tension, par exemple suite à une maladie, une grande fatigue, une grippe, une diarrhée, iConsult est une application recommandée. Elle permet de communiquer avec votre toubib. Que peut-on faire pour éviter l'installation d'une hypertension? Je vais vous emmener dans un petit coin de nature, ne serait-ce que pour vous mettre dans un petit moment de relaxation, suite à toutes ces données que j'ai pu vous flanquer comme ça. Qu'ont fait pour empêcher la tension artérielle d'augmenter? La première chose, c'est l'hygiène. La première chose, c'est trouver tous les moyens de se relaxer, de relaxer ses artères. Dans les artères, dans la paroi des artères, comme je vous l'ai expliqué, il existe des fibres élastiques qui dépendent du système nerveux autonome. C'est-à-dire, quand vous avez peur, les artères se ferment. Voilà. Donc, il faut agir sur tout ce qui peut relaxer. Qu'est-ce qui peut relaxer? D'abord, supprimer la nicotine. La nicotine, ça entraîne un stress sur les artères. Ça ferme les artères. L'alcool, on sait très bien que les gens qui sont forts consommateurs d'alcool font de l'hypertension artérielle. Et puis, il faut savoir se déconnecter dans la vie, se débrancher, s'isoler. Il existe ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Il suffit de rencontrer un psychologue clinicien qui vous expliquera ce que c'est et vous pourrez l'adopter après dans votre propre vie. Il existe aussi l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, on peut après une relaxation de tous ses membres, en se concentrant sur sa respiration, on se plonge dans un paysage, dans un souvenir, pour se déconnecter. Et puis, il y a ce qu'on appelle la EMDR, c'est-à-dire Eye Movement, un terme américain qui utilise le mouvement des yeux pour justement se déconnecter. C'est très recommandé par l'Office mondial de la santé, par l'INSERM et par la Haute Autorité de Santé. Alors, il y a aussi la musique, il y a les arts, certaines activités. Pour certains, ça va être le tricot, d'autres, ça va être la pêche. Et puis, il y a le sport. Le sport, mais attention, le sport sans objectif, ne pas s'obliger à des résultats. Parce que c'est stressant. Quand on cherche, demandez ça aux sportifs, qui justement, vous l'avez vu, se conditionnent et se relaxent avec de la musique. Voilà. Et puis, il y a le sommeil. Le sommeil, c'est très important. Il faut savoir accrocher le wagon avant minuit. Hein, il y a un cycle, des cycles qui reviennent, mais avant minuit, c'est important. Hein. Et puis, il ne faut pas l'oublier, ce qu'on appelle les ronfleurs.
le syndrome obstructif d'apnée du sommeil, qui peut se détecter d'abord par le compagnon ou la compagne qui va écouter la respiration et les pauses respiratoires. Et puis, certains médecins ont dans leur cabinet un appareil qui permet de faire ce qu'on appelle la polygraphie et qui permet justement de détecter ces pauses respiratoires. À part lutter contre le stress, peut-on agir sur l'artère d'une autre façon? Ben oui, on a dit qu'on agit sur l'élasticité, on va agir maintenant sur l'obstruction artérielle. Il ne faut pas oublier que le cholestérol calcifié va se mettre sur les parois artérielles et donc rétrécir les parois artérielles. Voilà. Alors, le cholestérol, tous les goudrons, etc. Une alimentation qui serait loin de l'alimentation qu'on dit méditerranéenne, vous savez, avec beaucoup de légumes, du poisson, bien sûr un peu de viande et légèrement de vin, mais éliminer tous ces plats cuisinés qui contiennent énormément de beurre et qui sont des agents artériosclérants. Et bien sûr manger tout ce qui est à base d'oméga 3, on le sait avec les margarines, certaines huiles. Voilà. Et enfin, bouger. Le professeur Carré de Rennes a fait une étude sur le fait de bouger, sur pas mal, je ne me souviens plus, mais un nombre important de personnes, et il en a déduit qu'il fallait absolument éviter les stations assises, prolongées ou allongées quand on est éveillé, bien entendu, parce que ça c'est très délétère sur les artères, ça c'est prouvé, et donc bien sûr les artères, la tension. Bon, en conclusion, il faut bien sûr lutter contre le stress, on est bien d'accord, lutter contre l'obstruction des artères, bien entendu, pour vous donner une petite idée, enfin et pour terminer, sur l'activité physique. 150 à 300 minutes par semaine pour les adultes et 60 minutes pour les enfants par jour, c'est souhaitable, tout ça bien sûr dans le cadre, disons, d'un bon état de santé. C'est bien évident, il n'y a pas que l'histoire de la tension. Mais enfin, ça en fait partie. Donc, si vous avez bien compris qu'on peut agir sur par la relaxation sur le spasme artériel, sur le stress artériel, aussi bien cardiaque d'ailleurs, c'est-à-dire par l'intermédiaire du système nerveux autonome qui ne dépend pas de notre volonté, de même que vous digérez sans le vouloir, que vous respirez forcément sans le vouloir, heureusement, et bien de même, là, le système nerveux autonome, sous le stress, fait fermer l'artère. Retenez bien ça. La deuxième chose, bien sûr, c'est tout ce qui obstrue l'artère. Tout ce qui peut l'obstruer, bien entendu, on doit absolument lutter contre. On pense bien sûr à l'alimentation, au surpoids, trop de calories, trop de graisse, notamment d'origine animale, entendons-nous. Bien répartir tout ça. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de la question et que ça répond déjà à pas mal de questions qu'on avait posées, rappelez-vous, dans la première vidéo. J'espère que là, ça vous apportera quelque chose. Et c'est à faire en rapport avec tout ce qu'on a dit en début de cette deuxième vidéo. Voilà. J'ajoute, attention au sel. Si vous n'utilisez plus la salière, pour vous donner une idée, vous tomberez de 10-12 grammes par jour à 5-6 grammes pour une tension un peu limite. Ce peut être efficace. Mais avant de vous décider de faire quelques restrictions que ce soit, tournez-vous vers votre docteur. Voilà. Mais pas d'impasse totale sur le sel. Sachez tout de même que le sel de votre pain, de votre beurre cru, votre fromage, les conserves, etc., vous apporte entre 5 et 6 grammes. Le régime des sodés quasi total est réservé aux gens qui ont des insuffisances cardiaques ou des problèmes de reins ou avec certains traitements. Il existe aussi bien d'autres façons de relever la saveur des plats, on est bien d'accord. En tout cas, merci à vous pour votre attention, votre bienveillance, espérant vous être utile, mais je vous incite à nouveau à vous orienter vers votre docteur qui, lui, connaît votre santé, vos conditions de vie et est à même de vous aider le mieux en adaptant l'information et il répondra au non-dit. Vous deviendrez un sachant. Les 2 prochaines vidéos concerneront l'ordonnance de médicaments, puis la pression du patient sur son médecin. Et vous verrez, ce n'est pas rien. Que vous souhaitez? Ne plus ignorer votre tension artérielle, la suivre
régulièrement de façon plus proche, si vous avez notamment des facteurs de risque. On l'a dit, hein, le tabac, l'alcool, le surpoids, le stress, on l'a dit, tout ça. Et ne vous laissez pas surprendre par un accident vasculaire avec l'âge avancé. Et comme l'on dit si bien, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker sur le pouce levé et peut-être de vous abonner. Vous serez informé de la publication d'une nouvelle vidéo et ne vous gênez pas surtout pour commenter tout cela sous la vidéo. Et dans la prescription, vous trouverez les sites que je vous ai conseillé de consulter.